Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Sport Business Africa, votre émission consacrée à l'économie et au management du sport en Afrique et dans toute la francophonie. Aujourd'hui, plateau assez spécial, même si nous aurons toujours nos trois sujets à l'ordre du jour habituellement. D'abord, dans l'actu, on parlera de la situation de l'ancien président, si je peux l'appeler comme ça, l'ancien président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, qui a été suspendu pour 5 ans de toute activité liée au football. On reviendra justement pour comprendre cette situation qui a secoué l'instance fêtière africaine du football. Dans la deuxième partie, on reviendra sur justement la Fédération ivoirienne de football. Ça discute. Elle vient de perdre son président en exercice, le président Sidi Diallo, qui est mort de coronavirus. Et puis, dans le focus de la semaine, on parlera du cyclisme. Que sont devenus les tours cyclistes internationaux organisés sur le continent africain? Voilà, mesdames, messieurs, ce qui va constituer le conducteur, ou du moins le corps de cette émission. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Avec moi donc sur ce plateau ce soir, André Onana, manager sportif. Bonsoir André. Bonsoir Steve Gabin, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Bonsoir aux panélistes. Alors, l'actualité au Cameroun avec le championnat qui refuse de démarrer. On a eu une autre date qui a été annoncée par la Ligue finalement. Comment est-ce que ça se passe? Vous qui gérez OFTA et qui depuis pratiquement 8 mois n'avez pas joué de compétition. Il faut dire que c'est une situation extrêmement complexe. Effectivement, depuis 3 mois, les enfants s'entraînent. Ils sont en attente de compétition. Voilà qu'on se retrouve avec une guerre qui oppose la fédération et sa fille aînée, parce qu'il faut dire que la Ligue de football professionnel du Cameroun, c'est la fille aînée de la fédération. On se retrouve donc au niveau des instances étatiques qui vont faire l'arbitrage. Mais il faut quand même rappeler les faits. Il faut rappeler les faits. Et si nous en sommes là, c'est parce que la fédération refuse manifestement de faire appliquer une sentence qui est venue du côté du TAS. Et aujourd'hui, les clubs sont coincés, ils ne peuvent pas jouer. Parce que personne n'arrive à organiser le championnat. La Ligue de football professionnel essaye tant bien que mal de lancer les activités. D'ailleurs, elle a lancé le démarrage avec un match qui a opposé la Panthère sportive du Nder Coton Sport. On a senti que tous les Camerounais avaient faim, avaient soif de repartir sur les terrains. Mais malheureusement, la fédération refuse jusqu'ici de mettre à disposition des arbitres, des officiels, des arbitres. Et c'est en train de gripper la machine. À ce rythme, on se demande si effectivement on va jouer ce championnat quand on sait que la CAF va réquisitionner les infrastructures à partir du 15 décembre. Donc, nous sommes extrêmement embêtés. On espère que véritablement la situation va s'arranger d'ici peu. Avec lui donc sur ce plateau, Bernard Basson, il est spécialiste du droit international du sport. Au Cameroun aussi, c'est sa période, parce que justement, avec tous les dossiers et tous les scandales qui sont dans le domaine du sport et particulièrement du football, il est sollicité à chaque fois, comme il a été sur ce plateau. Bernard Basson, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Steve. Mais quand vous faites appel à moi en évoquant les scandales, quand même, c'est pas bien. Hein. Ceux qui nous écoutent là pensent que moi je suis là pour faire les problèmes. Non, pour arranger. Je suis là pour aider à résoudre les problèmes. Voilà. Je pense qu'il fallait le préciser. Bonsoir à vous, bonsoir à tous ceux qui nous reçoivent et merci de m'avoir invité. Voilà. Et donc on va entrer très rapidement dans le vif de notre sujet. On va parler justement de la situation à la Confédération africaine de football. On le sait tous, une menace de la FIFA planait sur la tête du malgache Ahmad Ahmad qui, depuis quelques mois, c'est désormais connu de tous, il a été suspendu, du moins pas à vie, mais il a été suspendu pour 5 ans de toute activité liée au football. Au-delà donc d'une simple sanction, votre émission vous permettra au cours de cette édition de comprendre tous les enjeux géopolitiques et surtout économiques d'un tel renversement avec nos différents analystes ici sur le plateau, à Douala, et bien sûr nos correspondants et nos consultants à Paris. En attendant, plantons le décor de ce sujet avec Marina Corvina. Coup de massue sur Ahmad Ahmad, président de la Confédération africaine de football. La Fédération internationale de football association vient de suspendre le malgache à quelques semaines des élections au niveau de l'instance qui gère le football africain.
Le président actuel de la CAF écope d'une sentence de 5 ans, banni de toute activité du football. La chambre de jugement de la commission d'éthique indépendante de la FIFA a ouvert une enquête sur le comportement de M. Hamad à ce poste prestigieux entre 2017 et 2019. Dans sa décision qui a fait suite à une longue audition, la dite chambre a établi sur la base d'informations recueillies par la chambre d'instruction que ce dernier a enfreint plusieurs articles 15, 20, 25 et 28 du code d'éthique en vigueur. Hamad a ainsi manqué à son devoir de loyauté, accordé des cadeaux et d'autres avantages, géré des fonds de manière inappropriée et bien plus, abusé de sa fonction de président de la Confédération africaine de football. Par conséquent, l'interdiction de toute activité relative au football administratif, sportif et autres au niveau national et international pour cette durée fait désormais partie de sa vie. Après ces moult critiques sur l'ancien président de la CAF, Hayatou, il va sans dire que le vice-président de la FIFA, président de la Confédération africaine de football il y a encore quelques heures, vit désormais sa descente aux enfers. Merci à Marine Ankorgvina pour cet élément. Bernard Basson, suspension d'Hamad Hamad, à qui profite réellement ce que je vais appeler ce crime qui À personne. vient d'être commis. À personne parce que pendant 29 ans, Issa Hayatou a géré la CAF. Il n'y a pas eu de suspension ou de bannissement, tout ce que vous voulez, pour 5 ans. Sauf que là, en fait, il y a beaucoup d'interrogations qui naissent. La CAF, comme les grandes structures internationales, passe généralement des contrats à très longue durée, sur le plan purement économique. Et là, il se pose la question du sort des contrats passés par la CAF sous la présidence d'Hamad. Parce que le fait que Hamad soit mis à l'écart peut demander à ce qu'on puisse auditer tous les contrats qui ont été passés par lui, de manière à savoir si jamais il y a des clauses exorbitantes, ainsi de suite. Et ces contrats peuvent être soit renégociés ou même au pire annulés si jamais la justice se rend compte que ce sont des contrats qui ont été passés sur des considérations. Avant sa ou alors suspension, sur des, il y en avait déjà qui étaient jugés frauduleux, qui avaient fait l'objet de nombreuses enquêtes. Et à supposer que certaines entreprises qui ont passé des contrats avec la CAF étaient cotées en bourse, vous voyez que ces entreprises peuvent beaucoup perdre. C'est-à-dire sur le marché boursier, on se rendra compte que non, le président de la CAF a été mis à l'écart. Du coup, la productivité de ces entreprises-là sur le plan purement économique peut prendre un coup, de manière à ce que les investisseurs peuvent commencer à s'interroger et donc à se mettre en retrait. Vous voyez que c'est une situation qui, au plan purement économique, peut créer des conséquences très très dommageables sur ce football africain. Et comme je disais tout à l'heure, le président Hayatou a géré la CAF 29 ans. Il a fait passer la CAF de 0 à 50 sur le plan économique. La CAF était, dans les années 90, vraiment moribonde. Et en 2010-2012, la CAF est devenue une vraie arme financière. Donc, vraiment, le président Hamad aujourd'hui, il est plus aux affaires. Sur le plan purement juridique, on ne peut pas commenter parce que les personnes qui ont la charge de gérer les choses sont celles sur lesquelles pèse le plus grand nombre de suspicions. Donc, à partir de là, une fois qu'on est à la tête d'une structure, forcément, il y a des doutes qui naissent, des questions qui naissent, ainsi de suite. Donc là, le président Hamad, comme beaucoup d'autres présidents de fédérations, de confédérations, se retrouve dans une situation compliquée dans laquelle on dit faute de gestion, mauvaise gestion, fraude, corruption, tout ce qu'on veut dire. Donc, moi, au plan juridique, vraiment, c'est une situation qui n'est pas nouvelle. Et elle peut intervenir à tout moment pour tous les gestionnaires. Sauf que là, on a l'impression qu'au-delà des choses reprochées à Hamad, il y a quand même une désolation à avoir, celle qui tend à penser que le football africain est malheureusement le plus dégradé, le plus maltraité. Parce qu'un président de la CAF évincé de la sorte, ça pose quand même beaucoup de problèmes. Comme dans toutes les confédérations, il y a des problèmes de gestion, ça c'est sûr. Ça a été le cas au niveau de l'UEFA, c'est le cas à la FIFA, c'est le cas en Asie, en Amérique du Sud. Mais c'était pas surprenant en tout cas parce que lui-même il avait commandité un audit de l'instance parce que une fois il y a Fatma Samoura qui avait géré l'instance pendant 6 mois, c'était à la demande d'Hamad Hamad. Oui, justement, en fait, Hamad Hamad est un président qui n'a rien compris de ce qu'on peut appeler le système de gestion des choses en Afrique. C'est un président qui arrive avec beaucoup de zèle, avec beaucoup de suffisance et beaucoup
de comportement qu'il ne fallait pas avoir une fois qu'on arrive nouvellement dans une structure. Tout à fait. Il a voulu se mettre à dos tout le monde, vouloir imposer sa patte de manière très mécanique et très martiale. Alors, il fallait aller doucement, doucement. Il ne l'a pas fait. Donc, il a fait venir Fatma, ça a créé ce que ça a créé. Du coup, en le faisant, il s'est tiré une balle dans le pied. Parce que quand vous permettez à quelqu'un d'intégrer votre cuisine interne, vous vous exposez. Tout à fait. Du coup, Fatma aurait pu lui dire, voilà, je vois ça, mais fait un compte rendu différent à Infantino. Surtout, on sait qu'entre les grandes personnalités, il y a des fois des conflits d'ego, des conflits d'intérêts, ainsi de suite. Donc, le président Hamad, vraiment, je pense que pour le football africain, sur le plan purement sportif, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude parce que le sport a un calendrier relativement universel, tel que les choses. Mais sur le plan économique, les considérations peuvent naître et elles ne seront pas très positives. Et donc, et sur le plan usuel, on est quand même déçu de voir que le football africain, une fois de plus, se retrouve crucifié. Alors, André Onana, est-ce que l'action de la FIFA, la décision de la FIFA de suspendre Hamad pour 5 ans, est-ce qu'on peut percevoir cela comme une volonté de la part de l'instance fêtière du football de vouloir assainir la gouvernance du sport en Afrique? Du tout, on ne peut pas. Moi, je ne peux pas l'entrevoir sur ce prisme. Parce qu'il a été démontré quand même que Hamad, vu les scandales, on peut être amené à penser que sa gestion a été quand même calamiteuse. Est-ce qu'il ne fallait pas en découdre en même temps? Il faut aussi rappeler, ou alors il faut aussi dire à ceux qui nous regardent que le président de la FIFA est passé devant cette commission. Voilà. Oui. Mais il a été blanchi. Oui, il a été blanchi. Vous pouvez comprendre ce qu'on évitait comme scandale. Moi, je me souviens que c'est Gianni Infantino qui est venu battre campagne pour Hamad en Afrique. Il a fait tous les pays africains recommandant aux Africains de voter pour Hamad. Ça veut dire qu'il avait compris que c'était le candidat qu'il fallait. Alors aujourd'hui, qu'une commission indépendante vienne le lyncher, parce que moi j'appelle cela du lynchage, qu'on vienne le lyncher de la sorte, je comprends qu'il y a des débats en dessous de la table, il y a des coups en deçà de la ceinture. Maintenant, Hamad, je ne peux pas dire que c'est quelqu'un qui a un bilan tellement élogieux. On vous parle des voyages qu'il aurait accordés à ses collaborateurs du côté, je pense, de la Mecque. Il a accepté un certain nombre de choses, il a fait un certain nombre de compromis. Mais il faut aussi dire que, en réalité, j'ai entendu Bernard parler de ce qu'on pourrait avoir comme conséquence sur le plan économique. Il faut dissocier quand même Hamad, le président de la FIFA, de la CAF, autant pour moi, à l'institution CAF. Parce que le travail qu'Issa Hayatou a fait est aujourd'hui remarquable. Il y a des commissions fortes, quoi qu'on dise. Le départ d'Hamad, certainement sur le plan de la perception, peut créer un problème, mais en réalité, l'institution est debout. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que Constant Omari, qui est aujourd'hui le président par intérim, a géré un certain nombre de dossiers. Tout à fait. Et c'est une question d'intérêt hautement stratégique. Donc, c'est d'ailleurs, la CAN, c'est, je crois, la troisième meilleure compétition au monde. Après la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, je crois que vous avez la CAN. Il faut dire que, en réalité, c'est un événement malheureux, mais qui se comprend. On a vu, il y a quelques années, au niveau de l'instance mondiale, vous avez vu que le président Sepp Blatter est parti d'une façon assez regrettable. Vous avez vu d'autres personnalités du monde du football partir. Donc, ce n'est pas étonnant pour moi parce que dans quelques années, on vous dira tel autre président a fait ci, tel autre président a fait ça. Ce n'est pas la volonté de la FIFA d'assainir le milieu. Je crois que c'est un jeu d'intérêt. Maintenant, comme on dit dans la mafia, si quelqu'un ne respecte pas les prescriptions, on se donne les moyens de couper la tête. On va essayer de comprendre davantage la question justement de cette suspension. Nous irons du côté de Douala où se trouve au bout du fil Lucien Betomo. Il est ancien défenseur central de l'équipe nationale de football du Cameroun, champion d'Afrique à 2 reprises, dont les 2 trophées ont été remportés, l'un en tant que joueur et l'autre en tant que manager du sport. C'est d'ailleurs sur cette deuxième casquette que nous allons essayer avec lui d'analyser cette question. Bonsoir Lucien, comment est-ce que justement, que pensez-vous justement de la situation que vient de vivre la CAF et naturellement avec l'ascension de Hamad?
Bonjour. Écoute, je pense que la sanction de la suspension d'Ahmad ne m'a pas beaucoup surpris parce que si vous suivez l'actualité, vous devez vous souvenir de cet épisode de Paris et je dois dire que c'est quand même un signe très très négatif pour les institutions africaines et notamment du football en particulier. Alors, mais est-ce que cette sanction qui vient de tomber sur la tête de Ahmad Ahmad ne va pas un tout petit peu rebattre les cartes et remettre les compteurs à zéro en ce qui concerne naturellement l'élection à la présidence de la CAF qui doit subvenir dans quelques mois? Mettre à zéro le compteur des élections, je ne sais pas trop, mais je pense que les personnalités qui se sont engagées pour se lancer dans la course à la tête de la CAF ont un lobbying et un groupe de personnes susceptibles de leur accorder leur suffrage. Donc si ça peut simplement permettre, je veux dire, d'avoir à la tête de cette institution-là quelqu'un qui vienne faire grandir le sport, le football africain, tant mieux. Alors, mais comment est-ce qu'on peut percevoir justement cette sanction, cette suspension qui vient de tomber sur Ahmad Ahmad, Lucien? Bon, comment j'entrevois la suite? Écoute, tu connais très bien comment ça fonctionne. Je veux dire par là que the show must go on. Simplement que on va souhaiter que le show, en allant de l'avant, préserve les acquis et les intérêts du sport africain et, comme je l'ai dit tantôt, permettre que ce football-là grandisse véritablement, qu'il se développe et que nous ayons une gouvernance auprès des fédérations qui soit une gouvernance qui permette d'aller vers l'avant, tout simplement. Merci. En tout cas, merci à vous, Lucien. Mais Tombon, merci d'avoir réagi justement sur la question. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui manager du sport et que justement ces questions vous concernent au plus haut point. On va revenir rapidement sur ce plateau, Bernard Basson, pour sortir justement de ce sujet avec le cas Ahmad Ahmad. Est-ce qu'il y a des propositions justement que vous pouvez faire pour véritablement sortir de cette crise avant la tenue du congrès de la CAF et naturellement de l'élection du prochain président? Alors, avant de répondre à la question, je voudrais ajouter un élément, c'est ce que tout à l'heure mon copanéliste a dit lorsqu'il disait l'institution CAF est forte. Lorsque j'ai pris la parole, il n'était pas question de dire que la CAF sera considérablement fragilisée par la mise à l'écart du président, mais de dire que mon copanéliste a la chance d'être aussi juriste comme moi. Il y a un adage juriste qui dit fros omnia corrompit. Ça veut dire la fraude corrompt tout. Si on se rend compte que la personne sous le couvert de laquelle a été passé un contrat est une personne qui a fraudé, alors on peut interroger tous les actes qui ont été passés par la personne accusée de fraude et les annuler sur la base de la fraude, car la fraude corrompt. Donc je voulais par là dire que de gros contrats passés par la CAF peuvent aujourd'hui être appelés à être renégociés ou alors être même simplement annulés parce qu'on estimera que non, ils ont été passés. Vous vous souvenez très bien qu'il y a une histoire dans laquelle il se dit que Ahmad et un de ses amis équipementiers auraient passé un accord. Voilà, vous voyez qu'on peut très bien estimer que non, Ahmad, en passant cet accord-là, a été guidé par des ambitions qui n'étaient pas sous-tendues par l'intérêt du football. Et donc, revoir cela et dire non, on va annuler tout ça. Donc, c'est ce que je voulais dire, qu'il y a des intérêts économiques qui peuvent également être fragilisés du fait de sa mise à l'écart. Maintenant, comme solution, je pense que la priorité serait de remettre au centre la compétition africaine, c'est-à-dire le football même. Tout à fait. Qu'on sorte un peu... Il n'y a que le football lui-même en tant qu'activité qui peut redorer l'image de l'institution. Parce que vous savez qu'au-delà de tout, le football, en l'état actuel des choses, c'est d'abord un facteur d'inclusion. C'est-à-dire, les intérêts sont divergents, mais quand il y a fête du football, parfois les gens se mettent ensemble. Tout à fait. C'est également un facteur de résorption du chômage, de la difficulté sociale. Il y a des jeunes qui, par le football, retrouvent de la couleur. Et également, c'est un facteur... développement de certaines valeurs, le fair play, l'esprit d'équipe et tout. Donc, si on remet le football au centre de la préoccupation de l'état actuel des choses, à savoir le CHAN, que la préparation soit belle, l'organisation se trouve belle, alors je pense qu'on pourra atteindre sereinement l'élection de mars 2021. André Onana, justement, quand on regarde justement cette situation, celui qui assure l'intérim aussi, on pourrait quand même questionner également parce qu'il a été l'adjoint de Ahmad Ahmad avant sa suspension. Est-ce que véritablement le président par intérim actuel
est blanc, voilà, comme on peut le dire. Est-ce que peut-être le garder serait cette solution définitive? Non, personne n'est blanc là-bas, je l'indiquais dans mon propos liminaire. Maintenant, il faut dire aussi que les institutions ne valent que ce que valent les personnes qui les animent. Tout à fait. Et dans le cadre justement des fédérations ou des confédérations, en réalité, oui, le président est peut-être le porteur de projet, mais sa force réside sur le travail des commissions qu'il y a autour de lui. Et vous voyez aujourd'hui que malgré ce scandale, la Coupe de la CAF va se jouer ce week-end. Vous avez la Champions League qui va se jouer ce week-end. Et nous voyons que les équipes sont en train de se préparer. Donc, il y a une continuité de service de ce côté-là. On n'a pas mis un vide simplement parce qu'on a suspendu le président. Il y a des commissions qui sont en pied d'œuvre pour redorer le blason de la CAF. Parce qu'il faut dire que la CAF, ce n'est pas les individus qui font de l'institution quelque chose de très fort. Ce sont les compétitions. Alors, si on arrive à, par exemple, Ahmad avait proposé et a réussi à obtenir qu'on ait une Champions League africaine féminine. Alors, si on réussit justement à la mettre sur pied, ce serait une grosse avancée pour les compétitions de la CAF. Vous avez les U20 qui vont entrer en compétition à partir du 9 du côté de Malabo. Les compétitions continuent. Du coup, Constant Omari, pour moi, n'est pas le gars qui est blanc. Il n'est pas exemple de tout reproche. Mais je disais tantôt que la CAF est une institution forte. Elle doit vivre. Elle doit vivre. Alors, les présidents des commissions doivent pouvoir faire leur travail et ne pas se perdre dans ce qui est en train de se passer au sommet. Là-bas, c'est le sommet. Il y a des personnes, il y a des technocrates au niveau des commissions qui doivent pouvoir faire vivre les compétitions. Et c'est là où nous les attendons. Ce n'est pas Constant Omari qui programme les compétitions. D'accord, il ira chercher certainement des partenaires avec le lobbying qu'il y a autour de lui. Mais il y a des personnes qui sont là-bas, qui vont naturellement travailler pour que les compétitions de la CAF puissent survivre. Alors, on va sortir de ce sujet, justement, Ahmad, par une chronique à laquelle vous devez tout naturellement vous habituer désormais. Il s'agit de la séquence Entre deux, qui mettra désormais en scène nos deux consultants permanents Europe. Il s'agit de Vincent Chaudel, qui est expert en marketing international du sport et fondateur de l'Observatoire français du sport business. À ses côtés, Philippe Doucet, qui est analyste international chez nos confrères de Canal+, et grand spécialiste des questions du football africain. Dans ce premier numéro de l'Entre-deux, on évoque justement les opportunités économiques et la gouvernance liées à la suspension d'Ahmad. Je vous propose de suivre Vincent Chaudel. Alors pour les solutions, il faut déjà s'intéresser à l'élection à venir qui s'annonce déterminante. D'abord parce que le jeu n'a jamais été aussi ouvert, sans aucun candidat sortant. Il faudra attendre déjà le 12 janvier que le comité d'éthique de la CAF valide les 4 candidatures. Et encore, peut-être y aura-t-il, d'ici l'élection le 12 mars, d'autres types d'accords entre candidats. En tout cas, il est assez peu probable qu'il y ait 4 candidats sur la ligne de départ. Mais en tout cas, il se dessine une véritable opposition francophone contre anglophone. Ces derniers incarnés par la candidature du milliardaire sud-africain Patrice Motsepe, qui aura sûrement des faiblesses politiques, mais qui aura sûrement des avantages à mettre la campagne sur le terrain de l'économie, ce qui sera une véritable révolution dans une campagne électorale pour la CAF. En face, les francophones, ou le francophone, incarneront sûrement une plus grande force politique, mais ils devront s'adapter et avoir un programme de réforme pour ne pas juste incarner une continuité contestable avec Ahmad qu'ils soutenaient tous. Bref, on espère une vraie campagne où pour une fois il y aura des programmes, des propositions de réforme. Ce ne sera que bénéfique évidemment pour la CAF. En complément de ce besoin d'un nouveau pouvoir fort et porteur d'un projet, eh bien, il faudra une meilleure définition, c'est l'autre solution, une meilleure définition et organisation des compétitions de la CAF. Le dernier mandat a à peu près tout bougé, sans vraiment réformer et convaincre qu'il y avait une stratégie lisible derrière tout cela.
Il faudra donc une stratégie, une ligne de la part des dirigeants, mais aussi derrière une administration forte et compétente pour donner de la valeur à ces compétitions qui aujourd'hui n'ont de professionnels que le nom. Les multiples exemples donnés ici montrent qu'on n'est pas encore dans le professionnalisme. Or, l'Afrique n'est en rien condamnée à vie à être la risée du monde entier, comme par exemple devant les images des Gabonais dans l'aéroport de Banjul. C'est à la CAF de changer cela et d'instaurer un nouveau projet fort. Ah, c'est effectivement, on a une campagne pour la présidence de la CAF qui permet d'avoir un vrai projet, un vrai programme et un président ou une présidente bien élue. Ça sera un premier point, effectivement. Des directions sportives avec un calendrier bien stable, bien visible, ça sera déterminant pour la commercialisation. Et après, il faut jouer la carte du digital. Le digital permettra à l'Afrique d'aller au-delà de son retard structurel du moment pour se mettre au même niveau quasiment que le reste du monde. Le taux d'équipement, notamment en smartphone, est déjà très élevé. Ça permettra donc de régler des problèmes de logistique, mais aussi d'aller chercher un potentiel économique, notamment dans la diaspora africaine, qu'elle vive en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Et donc là, il y a une vraie carte à jouer pour le football africain, pour son développement, et c'est tout ce que le football en général peut souhaiter. Voilà, donc après cet élément donc, de Vincent Chaudel, l'entre-deux entre Vincent Chaudel et Philippe Doucet, on va donc aborder ou amorcer la deuxième partie de cette émission. Ça discute, la Fédération ivoirienne de football pleure son président. On apprenait il y a quelques jours le départ brusque de suite de coronavirus du président de la Fédération ivoirienne du football, un décès qui survient dans un contexte largement dominé par une crise électorale qui secoue le football africain. Qui était Sidi Diallo? Je vous propose de regarder ce reportage de Gamblé Konaté, notre confrère de la RTI, la radio-télévision ivoirienne, qui revenait justement sur le bilan de gouvernance et financier du regretté président de la Fédération ivoirienne de football. La 58e assemblée ordinaire de la Fédération ivoirienne de football, tenue samedi dernier à Yamoussoukro, a marqué le départ de M. Augustin Sidi Diallo de la tête de l'instance. Élu le 10 septembre 2011, Augustin Sidi Diallo aura passé 9 ans à la tête du football ivoirien. On retiendra de sa présidence que c'est un gagneur, un passionné de sport et en particulier du football. Si sa gouvernance a été émaillée par des querelles, l'enfant de Djekano quitte la maison de verre avec le sentiment d'avoir accompli sa mission. Sidi Diallo part en laissant derrière lui un bilan globalement positif. Avec les U17, la Côte d'Ivoire remporte la Coupe d'Afrique des Nations de football. 2 ans plus tard, en 2015, les éléphants soulèvent la 2e CAN de leur histoire à Bata, en Guinée équatoriale, après celle de 1992 au Sénégal. Sur le plan financier, on pourra tout reprocher à l'homme. Force est de constater qu'il a tenu la grande partie de ses promesses. Il avait promis d'augmenter la subvention des clubs à 50 millions en 2011. Il en est aujourd'hui à 75 millions au bas mot. Il avait promis de médiatiser la Ligue 1. Il le fait bien avec un partenaire et la RTI. Des acquis qui honorent le président Augustin Sidi Diallo. Un honneur traduit par le quitus accordé au comité exécutif pour l'exercice 2019. Sur 81 clubs, 56 voix contre 25 ont approuvé le bilan moral et financier de l'exercice 2019. Le budget 2020 qui s'équilibre à 8,2 milliards a été également approuvé par les clubs. Une grande victoire pour Augustin Sidi Diallo qui n'a pas manqué de dire sa reconnaissance aux dirigeants des clubs. Je remercie les dirigeants des clubs. Ce n'est pas parce que je suis dégoûté que je parle de la FIF. J'aime le football et j'ai fait beaucoup. Cette AGO, la dernière de les Sidi Diallo, ouvre désormais la voie à l'élection du nouveau locataire de la maison de verre de Treichville, prévue le 5 septembre prochain.
Alors, André Onana, très rapidement, qu'est-ce que ça vous inspire justement, cette situation, ce triste événement qui vient de connaître ou alors qui vient de survenir en Côte d'Ivoire avec le décès naturellement de Sidi Diallo? C'est un grand homme qui s'en va. Je retiens qu'il a fait passer la subvention du club ivoirien de 50 à 75 millions, ce qui n'est pas mal du tout pour un championnat professionnel comme celui de la Côte d'Ivoire. Il a ramené de grands sponsors. Vous avez Canal+, qui diffuse des matchs du championnat ivoirien. Vous avez des matchs qui se jouent sur des terrains gazonnés. Et vous avez des joueurs ivoiriens qui sont dans des situations professionnelles. Je crois que Sidi Diallo, c'est un grand monsieur. C'est quelqu'un qui laisse derrière lui un bilan hautement élogieux. On ne peut que regretter le départ subi, comme on a regretté celui de Pape Diouf et bien d'autres grandes figures de l'histoire du football africain. Sidi Diallo, c'est quelqu'un qui va incontestablement rester gravé dans les mémoires des sportifs en général, hein, des footballeurs en particulier, des footballeurs africains. Donc, comme je le disais tantôt, les grandes personnes qui sont à la tête des grandes institutions peuvent marquer d'une empreinte leur passage. Alors, Bernard Basson, quand on regarde justement cette situation, enfin, que connaît actuellement le football ivoirien, avec une élection qui allait se tenir, qui a été finalement reportée une fois de plus avec l'intervention de la FIFA, qu'est-ce que cette situation triste vous inspire, vous? Personnellement, l'année 2020 continue de faire ses ravages. Ça, c'est le premier constat. Le second constat, c'est que quand vous avez un président de fédération duquel on dit que durant son mandat, il a satisfait à certaines promesses, vous pouvez quand même être plus ou moins content, plus ou moins heureux, parce que dans certains pays d'Afrique, des présidents ont promis la transparence, la rigueur, et ont tout fait dans l'opacité, la difficulté, le flou. Donc, ça prouve qu'il existe encore quand même des présidents qui, au-delà de certaines choses, pensent au football. Parce que c'est vrai que le bilan du président Sidi Diallo ne peut pas être parfait, ça reste un humain, mais sur le plan purement sportif, il y a une plus-value qui a été notée par les acteurs du football ivoirien. Il y a toujours des contestations, il y a toujours des clans qui se forment pour ci ou pour ça, mais on peut quand même être globalement content d'avoir eu quelqu'un comme ça qui, en 9 ans de règne, a fait passer le football ivoirien de championnat moribond à championnat relativement intéressant. Parce qu'on a quand même un diffuseur Canal+, qui est là, on sait ce que ça représente sur l'échiquier mondial, on a des pelouses qu'on voit qui sont assez agréables, on a des sportifs ivoiriens qui, à un moment donné, étaient très cotés en Europe, donc on peut quand même penser qu'il a travaillé pour sa fédération, et on espère que son successeur, malgré les difficultés qui se posent, continue de naître pour sa désignation de ce successeur-là, pourra continuer et faire mieux. Parce que c'est vrai que pour l'instant, il y a d'autres considérations que ces sportives qui sont mises en avant pour désigner son successeur. Et on espère que celui qui sera porté à la tête de la FIF très prochainement saura quand même où mettre les pieds de manière à faire passer un palier supplémentaire à leur football. André, on en a parmi donc les gens qui sont censés succéder, ou pas censés, qui pourraient succéder à Sidi Diallo. Il y a Didier Drogba qui a longuement contesté le bilan de Sidi Diallo, contrairement à ce qu'on vient de suivre dans ce reportage. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite? Est-ce que le décès de Sidi Diallo peut réouvrir les portes? On le sait très bien, c'est lui qui soutenait son candidat Sori Diabaté. Est-ce que son absence peut désormais rebattre les cartes et ouvrir la porte peut-être à un Didier Drogba? Pourquoi pas? Tout est possible. Il serait bien pour nous d'avoir un Didier Drogba, président de la Fédération ivoirienne de football. Pour nous ou pour les Ivoiriens? Pour nous, écoutez, nous sommes africains. Et puis ce qui se passe en Côte d'Ivoire ne nous laisse pas indifférents. Tout à fait. Mais moi, j'ai toujours dit que les grands athlètes, les grands sportifs gagneraient à repartir à l'école après. Parce que être un grand sportif, c'est bien. Maintenant, être un grand dirigeant,
il faut aller à l'école. Parce que là, on parle de gouvernance. Tout à fait. Donc, du coup, il ne suffit pas d'être Didier Drogba. Maintenant, si Didier Drogba est allé faire un peu de management, en fait, il a tout fait pour avoir un background qui lui permet de gérer une fédération. Pourquoi pas? Ce serait le candidat idéal parce qu'il traîne derrière lui un parterre de comment je vais appeler ça, de contact. Il est capable. Un carnet d'adresse très important. Et un réseau. Donc, un réseau, donc ce serait important de l'avoir à la tête. Mais maintenant, je dis, après le décès, le comité exécutif se réunit et le premier vice-président va prendre les rênes jusqu'à l'organisation de l'élection. Et entre le moment où le premier vice-président prend les rênes et les élections, il peut se passer beaucoup de choses. Qui vous dit que le premier vice-président ne voudra pas parrainer un candidat? De toutes les manières, la FIFA a décidé de redistribuer les cartes. Donc, nous attendons de voir jusqu'à l'arrivée de la FIFA pour la supervision des élections là-bas, ce qui va se passer. Mais Didier Drogba, ce ne sera pas aussi facile pour lui. Vous avez vu ce qui s'est passé. Il a eu du mal à avoir le parrainage des footballeurs. Des parrainages contestés en tout cas. Voilà. Donc, je crois que nous allons observer, peut-être de loin, parce que nous sommes pas acteurs, mais nous souhaitons que la Côte d'Ivoire ait un porteur de projet pour continuer l'œuvre gigantesque de Sori Diallo. Voilà, Bernard Basson, Didier Drogba propose quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Il propose un salaire de 500 000 francs par mois aux footballeurs de Ligue 1. De l'autre côté, je suppose que Sori Diabaté, qui normalement candidate en remplacement de son président décédé, va vouloir continuer dans la même lancée que son prédécesseur. On a vu l'acquisition des cars podium avec de nombreuses caméras à l'intérieur. On a vu naturellement le sponsoring du championnat ivoirien et tout ce qui va avec le football ivoirien qui est devenu un peu plus professionnel. Drogba, lui, va plutôt sur un aspect de management et de gouvernance. Il estime que le football ivoirien mérite mieux. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre véritablement pour la suite justement de cette affaire? Ça peut choquer, mais mon frère Onana le sait. Je ne suis pas totalement emballé par le fait de voir Didier Drogba président de la FIFA, personnellement. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire un bon président. Hein. Tout à fait. Ça, c'est un avis purement personnel. Simplement parce que, je l'ai toujours dit, sur ce plateau, pour lequel je suis invité, que le professionnalisme a une trajectoire qui va de la discipline à la performance. On se discipline sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan managérial, sur le plan éthique. Et cette discipline crée une dynamique, une énergie qui nous rend performants. Tout à fait. Venir à la tête de la FIFA ou espérer venir et dire 500 000 pour les joueurs et tout, c'est bien beau. Sauf que, est-ce que les dirigeants de club à ce moment-là seront formés au management des équipes? André Onana, c'est un grand manager de sport. Moi, je pense qu'il ira très loin. Parce que c'est quelqu'un qui comprend la science, il comprend le phénomène, il comprend les enjeux, il comprend les difficultés, il comprend les intérêts. Didier Drogba a une philosophie qui est purement occidentale. On est en Afrique. Il y a des lourdeurs qu'il faut commencer à purger progressivement, pas brutalement. Donc celui qui veut venir et purger cette réalité de manière brusque s'expose. C'est ce qu'Ahmad a voulu faire, ça lui a coûté très cher. Parce qu'il a voulu dire, nouveau président de la CAF, je vais bannir ci, faire ça, passer 16 à 24, Gabon a perdu la CAN et ainsi de suite. Il y a des choses qui se font progressivement. Drogba peut venir avec une nouvelle dynamique, mais dans laquelle il emmène d'abord les présidents du club, les dirigeants du club en général et les sportifs ivoiriens à penser le football sous un nouveau paradigme. Devenir discipliné sur tous les plans possibles. Et de là, on pourra injecter les financements qu'il faut parce que Drogba, sur le plan purement financier, a les moyens de drainer beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire. Il a les moyens de le faire. Là, on n'en doute pas. Mais est-ce qu'il aura les moyens de se faire comprendre? Parce qu'on pourra dire, il est coupé, il va en Europe à 5 ans, il fait ci, il fait ça, il n'est pas suffisamment imprégné de la chose ivoirienne. Donc, moi, je suis un peu sceptique. Dire qu'il ne peut pas, je ne le dirai pas, il le peut forcément. Mais est-ce qu'il le fera avec la bonne dose de mécanismes et de méthodes? Ça, je ne sais pas. Donc, du coup, je suis en réserve. J'attends de voir ce qui se passera. Si le président de la FIFA, je resterai avec
mon pain dans la bouche en disant ok, on verra son Drogba, lui il fera là. On verra en tout cas ce qui adviendra de ce côté en Côte d'Ivoire. On sait Drogba a le soutien de l'ensemble du peuple ivoirien. On a vu cela naturellement lorsqu'il allait déposer sa candidature. Mais les réalités sont toutes autres parce que ce n'est pas le peuple ivoirien qui ira voter pour le prochain président de la FIFA. En tout cas, on reviendra dans les prochaines semaines, pourquoi pas les prochains mois, sur cette affaire de l'élection présidentielle à la Fédération ivoirienne de football. On va rapidement prendre une transition pour parler du troisième et dernier sujet de cette édition. Ce sera le focus de la semaine avec le cyclisme. À tout de suite. Voilà, de retour donc sur ce plateau, tours cyclistes internationaux en Afrique. Où en est-on? On sait depuis quelque temps l'Afrique rentre de plus en plus dans les priorités du calendrier de l'Union cycliste internationale. Entre Tropical, Amissa Bongo, le Tour du Faso ou alors le Tour du Rwanda, et le très récent Tour international cycliste, ou du moins le Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Que rapportent réellement ces événements aux pays organisateurs? On en parle après cet élément que signe pour nous Marina Nkorbina. La chaleur ardente de Yaoundé n'a empêché guère les amoureux de vélo de vibrer dimanche dernier au rythme cadencé des cyclistes du Grand Prix Chantal Biya. Le boulevard du 20 mai était la scène choisie pour la clôture de la 20e édition de cette compétition. 52 coureurs ont bataillé pour la première place du podium, détenue dès le critérium de Douala par Moïse Mougoucha. Malgré les revers essuyés, le Burkinabé, 4e au classement général, se réjouit de ses 2 victoires d'étape. Mais mes coéquipiers sont restés auprès de moi. Ils m'ont conseillé, ils m'ont motivé. Et dans les derniers 100 mètres, vraiment mon capitaine m'a lancé pour rentrer sur le Camerounais, pour que je puisse vraiment lancer le sprint de la meilleure des manières. Donc vraiment, je veux remercier tous mes coéquipiers, tous les fans qui nous regardent, l'encadrement technique, la fédération et l'organisation du Grand Prix Chantal Biya. Vraiment, c'est une course qui est très très bien organisée. 5 étapes, 685,3 km à parcourir pour les Béninois, Burkinabés, Ivoiriens, Congolais, Rwandais, Slovaques et Camerounais. Une fête marquant le retour des compétitions de cyclisme sous le prisme de la Covid-19. Je pense que la fête était très belle. Vous savez, disons que nous y sommes encore. Mais aujourd'hui, avec le Covid, c'est assez difficile de réunir autant de monde. Mais les mesures barrières ont été respectées, tout le monde était en masque, il y avait la distanciation et on a pu, n'est-ce pas, avoir beaucoup d'engouement de la part des cyclistes déjà. 10 équipes, 60 coureurs, c'était très formidable. Et du côté de la population, on a vu aussi beaucoup d'engagement. Le Rwanda, Auréloé, remporte l'édition 20e du genre par l'entremise de Moïse Mougoucha, devançant le Slovaque Luka Poubis. Il succède ainsi à l'Algérien Azedine Lagarde en inscrivant son nom parmi les vainqueurs du Grand Prix cycliste Chantal Biya. Un tour ayant tenu toutes ses promesses. Nous voulons nous réjouir de ce que cette compétition, malgré la crise sanitaire, malgré ce contexte de pandémie du Covid-19, ait pu se tenir. C'est aussi la preuve que les activités physiques et sportives sont les meilleurs alliés de la santé et que même en contexte de pandémie, les activités physiques et sportives peuvent permettre de surmonter la fatalité de la maladie, mais également de juguler la psychose de la peur. Au finish, la prestation des étrangers fut remarquable. On ne peut pas dire autant des Camerounais, dont le meilleur chrono est détenu par Clovis Kamzon Abesolo, par ailleurs meilleur Camerounais de la compétition, qui termine à la 3e place. Alors, Bernard Basson, ou du moins peut-être André Odana, parce que c'est lui qui maîtrise mieux cette
cette question. Quand on regarde le Grand Prix international Chantal Biya qui vient d'être tenu, au-delà de ce qu'on a entendu ou vu dans le reportage, la fête était belle, les coureurs ont respecté les distanciations, mais véritablement, que rapporte une compétition comme celle-là à un pays comme le Cameroun, qui en est à sa 1e édition? Peut-être que pour le Cameroun, l'essentiel était de participer, parce que nous, sur 8 équipes, je crois que nous sommes classés 7e. Donc, du coup, qu'est-ce que ça rapporte? On organise une compétition pour garder les lauriers. Alors, si on se retrouve à organiser une compétition, on met des moyens, et quand on se retrouve en train d'occuper un rang comme celui que nous sommes en train d'occuper, non, ça n'honore pas le Cameroun, qui est un grand pays de sport. Tout à fait. Donc, moi, je peine à voir combien l'État se tue à mettre des moyens, mais certainement que les moyens là ne sont pas utilisés à bon escient. Parce que pour attendre des athlètes qu'ils aient une performance optimale, il faut naturellement les mettre en condition de compétition. Et la condition de compétition, c'est la préparation, une préparation adéquate. Alors, les résultats font état de ce que la préparation n'a pas été bonne. Donc, du coup, qu'est-ce que cela nous rapporte? Pas grand-chose. Pas grand-chose parce que déjà, on n'a pas de prix. On a dépensé énormément d'argent et on se retrouve avec des Rwandais qui viennent nous damer le pion. C'est pas pour dire que les Rwandais ne devraient pas le faire, mais ils se sont certainement mieux préparés que nous. Du coup, il faut se plonger sur la prochaine édition rapidement, question d'oublier le revers que nous venons de subir à partir des résultats qui sont connus dorénavant. Alors, Bernard Basson, à qui la faute finalement? Aux sportifs, c'est-à-dire aux cyclistes, ou alors à la Fédération camerounaise de cyclisme qui, on va le dire, jusqu'aujourd'hui n'arrive pas à mettre le cyclisme camerounais au niveau qu'il mérite d'être? Moi, je suis choqué. Premièrement, nous sommes dans le sport business. Oui. Et le business impose un système. Production, redistribution. Tout à fait. On ne va pas dépenser de l'argent pour une compétition et ne pas gagner après, financièrement. On doit gagner plus de manière à ce que la plus-value reste affectée au développement de ce sport-là. Tout à l'heure, vous avez dit dans l'entente que l'UCI se déploie de plus en plus en Afrique. Ça devrait être un truisme. Pourquoi? L'Afrique a le meilleur climat au monde. Il fait chaud en Afrique toute l'année. Vous n'allez pas compétir en Europe en hiver. Et même généralement en automne, il pleut beaucoup. En Afrique, il fait chaud toute l'année. Allez à Conakry, vous allez voir en Guinée, il fait extrêmement chaud. Donc, on a le climat pour faire du cyclisme. Mais les fédérations sont moribondes. Donc, ces Camerounais n'arrivent pas à peser de son poids auprès de l'UCI pour dire non. Au Cameroun, l'année pratiquement, il fait chaud. On peut faire des tours juniors et puis des tours seniors pour capitaliser davantage et gagner. On ne le fait pas. J'attends le rapport financier de ce tournoi depuis la première édition. Je ne l'ai pas encore vu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été dépensé? Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on projette sur 2-3 ans? On a cette délégation, une délégation qui arrive, c'est peu. Déjà, l'état des routes, est-ce que l'état des routes est suffisamment intéressant pour des grands coureurs? Non. Donc, quelque part, il y a une légèreté autour qui questionne. Donc, aujourd'hui, malheureusement, nous sommes trop focalisés sur le football. En France, vous avez par exemple la Française des Jeux, on va pas se comparer, c'est vrai. La Française des Jeux qui met un peu d'argent, la Fédération qui met un peu d'argent, les ministères qui mettent un peu d'argent, et puis le Tour de France même qui génère beaucoup d'argent. Donc vous avez un Tour de France qui dépense beaucoup, qui gagne encore beaucoup plus. Du coup, ça crée une émulation et puis on est intéressé. Mais au Cameroun, les choses sont toujours faites de manière rafistolée et puis on s'en plaint. Donc quelque part, on n'a rien à espérer. Les joueurs ne sont que des victimes d'un système qui ne veut pas se mettre en mouvement, ne veut pas vraiment décoller. Donc clairement, on peut être choqué et espérer qu'il y aura un jour au Cameroun les bonnes personnes au bon endroit. Qu'est-ce qu'il faut véritablement pour qu'il y ait des bonnes personnes aux bons endroits? Il faut que s'il fallait véritablement donner un conseil à la FECA cyclisme, il faut que les principaux décideurs procèdent à un audit pour déterminer à des séances de travaux dans lesquelles on dira qui peut faire quoi. Chacun expose sa compétence. Je peux faire, on te teste. Et puis on te dit vas-y, essaie. Et puis on voit. Pas de prendre des gens copinage, cousinage et puis on les met là, on estime que non, la fédération avance. Non, c'est pas ça. André Onana, pour sortir rapidement. Tout à fait, je vais rejoindre Bernard Basson. Il faut établir le profil du dirigeant sportif. C'est très important et c'est valable pour tous les sports, pas seulement pour le cyclisme. Le cyclisme, autant pour moi, il faut un profil du dirigeant de sport. Et il faut à la tête des fédérations des porteurs de projets. On ne doit pas parachuter les gens dans des fédérations et puis on se retrouve tout le temps soit au TAS, soit je ne sais pas trop, parce que justement, les gens n'ont pas été préparés à arriver à un certain niveau.
Donc, du coup, c'est ce qu'il faut faire, justement, et j'aime à le dire, c'est un changement radical de paradigme. Il faut, disons, créer une nouvelle race de dirigeants de sport. C'est très important. Ça va se faire peut-être doucement, mais on va y arriver. Voilà, très rapidement, on va avant de sortir de cette émission, rapidement prendre un petit jingle et avoir, avec le concours de la régie, juste 30 secondes pour faire un petit quiz sur Diego Armando Maradona qui nous a quittés il y a quelque temps. Alors, peut-être la première question sur la mort de Diego Maradona. De quoi est-il mort? S'il y en a qui... Un arrêt cardiaque. C'est ce qui se dit en tout cas, même si on parle d'overdose, de drogue et tout ça. Voilà. Alors, il y a un stade en Europe qui a été, va être rebaptisé du nom de Diego Armando Maradona. San Paolo de Napoli. San Paolo. Il faut préciser le nom du stade. Quel est le dernier club pour lequel Diego Armando Maradona a évolué en tant que footballeur? Boca Juniors, en Argentine. Voilà, c'est d'ailleurs son club formateur. Diego Armando Maradona a été sélectionneur de l'équipe nationale d'Argentine en Coupe du Monde, laquelle 2010. 2010, merci, avec une sortie en quart de finale, éliminée par l'Allemagne. 4-0. Très bien, merci. Alors, Diego Armando Maradona. Il y a un entraîneur qui a demandé, un entraîneur européen aussi, qui a suggéré que la FIFA élimine le dossard numéro 10 lors des compétitions internationales. André Villas-Boas. André Villas-Boas, pourtant l'entraîneur du club phare d'André Onana, il a dit au sortir du match Marseille FC Porto, il a demandé à ce que le numéro 10 soit retiré, le numéro 10 soit retiré comme il l'est fait aujourd'hui au Napoli. Parce que si vous êtes vigilant, vous allez vous rendre compte qu'à Naples, on ne joue plus avec le numéro 10 et c'était un hommage qui avait été rendu à Diego Armando Maradona depuis très très longtemps. Alors, Diego Armando Maradona. En 1990, Diego Armando Maradona a joué son premier match de Coupe du Monde. Face à qui? Cameroun, forcément. Face au Cameroun, évidemment. Alors, peut-être ça, ce sera une question facile. Quelle est la première personne qu'il a officiellement salué au stade? Stéphane Tato, le capitaine. De regretter mémoire, le grand capitaine. De l'équipe nationale du Cameroun, parti lui aussi un peu plus tôt, cette année 2020. Voilà, donc je pense que c'est tout. Bernard le remporte le quiz haut la main. Ouais. C'est la seconde fois que j'emporte le quiz. Deuxième fois. Je pense qu'on va voir avec la production. On va voir avec la production de l'émission. Ça fait deux cadeaux qui doivent être remis à... Mais j'ai gagné déjà le quiz une fois. Donc je mérite aussi un cadeau. Moi j'ai gagné 2 fois. En tout cas, merci Bernard, merci André d'être passé sur ce plateau. Merci d'avoir épluché l'ensemble des sujets de cette édition avec nous. On espère se revoir très bientôt. Merci. À la prochaine. Plaisir était pour moi en tout cas. Merci à vous également à la maison de nous avoir regardés. Prenons rendez-vous très certainement très bientôt, si je ne dis pas la semaine prochaine. Restez scotchés sur les programmes de votre chaîne de télé préférée. On se retrouve très bientôt. Au revoir.